Du coronavirus qui affecte tous les pays, les Africains qui semblaient être épargnés ces derniers temps. Nous suivons que tous les pays voilà, sont aujourd'hui visés. La Côte d'Ivoire était obligée de prendre donc, des décisions. Le Sénégal aussi. Tout à l'heure, avec notre invité, on aura la possibilité donc, de commenter un peu l'actualité et surtout parler du coronavirus. Il s'agit donc de M. Joël Etienne, que vous connaissez déjà très bien, directeur de publication du journal en ligne Business Actuality. Voilà, je crois qu'il insiste. Voilà, qu'on prononce très bien le nom de son journal, c'est businessactuality.com. Donc, si vous êtes déjà en ligne, vous nous suivez, vous pouvez déjà directement aller sur sa page Business Actuality en un mot, Actuality avec T à la fin. Et vous allez avoir les grands titres de l'actualité. Alors, Monsieur Joël Etienne, vous êtes déjà en ligne. Comment allez-vous, cher ami? Eh bien, bonsoir, c'est businessactuality.com, Y à la fin. Voilà, effectivement, voilà, c'est ce que j'ai dit là. Oui, actuality.com avec Y. Je voudrais saluer en ce moment douloureux où personne n'est à l'abri, si ce n'est pour appliquer les recommandations des spécialistes. Ils nous demandent pour la plupart de rester vraiment à la maison, continuer comme nous le faisons en Europe. Et vraiment, pour tous ceux de nos frères qui sont dans des pays comme l'Italie, les pays qui n'ont pas colonisé l'Afrique et qui ne connaissent pas trop les Noirs, ils font vivre l'enfer aux Noirs. Et j'avoue que nos compatriotes africains qui vivent en Italie souffrent extrêmement difficile cette temps-ci et on en dénombre plusieurs morts. Je voudrais me tenir quand même sous la mémoire de ce que ce virus emporte de manière très ignoble. Je te laisse la parole. Mais justement, par rapport à la présence de nos frères, de nos compatriotes en Europe, et surtout en Italie, certains décident de regagner le pays natal, tel que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres, et malheureusement, ils sont à la source de la propagation de la maladie en Afrique. Alors, qu'est-ce que vous pensez réellement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voyez, moi, je vis en France. Depuis le déclenchement de la crise jusqu'à ce jour, l'État français a pu faire venir près de 800, non, je crois 80 000, voilà, pour ne pas que j'exagère, 80 000 de ces ressortissants en dehors de la France qui souhaitaient ou qui souhaitent rentrer. Bon, nous avons des compatriotes qui vivent de manière difficile. Pour ceux qui ont délibérément choisi la voiture, et pour ceux qui sont bénéficiaires des bourses d'État, qui sont dans ce pays-là. Avant d'en arriver là, je voudrais quand même ouvrir une parenthèse. En Chine, le pays, la ville où le virus est parti, il y a des étudiants ivoiriens qui ont demandé à rentrer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait? Il leur envoie 20 millions pour qu'ils s'approvisionnent en aliments et de rester. Bon, vous voyez, c'est la gestion, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, la gestion de cette crise, comme je l'ai dit dans mon dernier papier qui crée le buzz en ce moment, j'ai dit sur businessactuality.com, le virus corona vient de mettre à nu la gouvernance du président Ouattara. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Voilà, ok. Donc, pour revenir à nos frères qui vivent en Italie, qui souhaitent rentrer, l'ambassadeur devait rentrer en contact avec l'État de Côte d'Ivoire pour voir dans quelle mesure leur faciliter la tâche de rentrer à Abidjan. Une fois qu'ils rentrent à Abidjan, vous voulez qu'ils aillent en famille, on les prend, on les met directement à l'INJS qui s'est transformé, paraît-il, en camp de réception de supposés contaminés. Quand ils les laissent aller mourir, peut-être quand les envoyer en Afrique, ils peuvent avoir la vie souple. Mais de l'autre côté, en Italie, et je vous dis que c'est l'enfer sur terre. Hein? Oui, généralement, en Europe, certaines personnes disent que nos frères, étant donné que les hôpitaux sont mieux équipés, qu'ils ont beaucoup plus de chances de survie qu'en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, nous sommes dans un cas exceptionnel où
en temps normal même, le noir, il est mis à l'écart. Ce n'est pas au moment où il y a la pandémie qui tue les personnes âgées. J'avoue que la journée d'hier, 24 mars, il y a eu 650 décès en Italie, donc 400 noirs. Et qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus de terre pour les enterrer, donc bon, je préfère l'expression brûler, incinérer. On les incinère parce qu'il n'y a pas de place. Alors, cher ami, vous avez un parent qui est parti à l'aventure. Non seulement vous ne verrez pas son corps, eh bien, on ne sait pas dans quelles conditions la personne est décédée, mais vaut mieux rentrer en état en Côte d'Ivoire. On dit que la chloroquine nous soigne les gens et que la température participe à combattre le virus. J'ai vu une vidéo tout à l'heure, les feuilles de Nîmes, les gens sont en train de se battre dessus pour aller faire bouillir et puis boire, pour se mettre un peu à l'abri. Moi, je pense qu'à l'état actuel des choses, pour ceux qui ont la possibilité de partir, c'est le temps de Côte d'Ivoire, en contact avec les ambassades, essayer de trouver le moyen. On peut trouver des moyens pour les faire partir. Ils vont rester tous là-bas, ils vont mourir. Oui, mais je vous comprends, M. Etienne, vous avez parfaitement raison. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on ne peut pas comprendre un peu l'embarras des dirigeants africains? Parce que la majeure partie des cas que nous avons en Afrique viennent de nos parents qui sont en Europe ou bien de ceux qui voyagent un peu partout. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre les hésitations maintenant? Lesquels, par exemple? Bon, hésitation, c'est-à-dire le fait de ne pas encourager ou bien de ne pas créer les conditions pour que nos compatriotes puissent rentrer, en attendant de mieux gérer la crise, de mieux la comprendre, et puis voilà, peut-être que les gens le feront un peu plus tard. Écoutez, la crise, qui ne la comprend pas, même l'analphabète comprend la crise, c'est un virus. On dit que le virus, pour le contracter, ils nous ont dit il faut éternuer dans le coude du bras, il faut se laver la main plusieurs fois, il ne faut pas attraper le visage, le nez, et ainsi de suite. Ça, on connaît le b.a.-ba du virus. Et le président Ouattara, pour parler de la Côte d'Ivoire, nous autres, on a écrit, finalement, il a décidé de sortir pour s'adresser à la nation. Compte tenu des moyens inexistants, infrastructures adéquates sanitaires, il a décrété un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Mes chers amis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que le gouvernement ne maîtrise pas pour élargir la solidarité, la compréhension, l'entraide? Mine de rien, ceux qui sont en train de mourir en Italie, dans les autres pays, mais ils contribuent à l'économie du pays, avec les West Indian que les gens envoient. Les riz, et ainsi de suite. Mais cela-ci, qui va s'occuper de leurs parents qui sont restés localement? Donc il y a tous ces facteurs-là qu'il faut analyser pour voir qu'est-ce qu'il faut de l'État de Côte d'Ivoire ou les pays africains peuvent rentrer en contact avec ces pays qui luttent pour leurs compatriotes pour voir dans quel état, dans quelle mesure ces pays peuvent les aider pour rapatrier pour ceux qui veulent partir. Mais dans ces conditions-là, écoutez, c'est une pandémie dans une pandémie. Je vous comprends parfaitement. Alors, M. Joël Etienne, dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a 48 nouveaux cas déclarés. Voilà. 48 nouveaux cas, je dis bien nouveaux cas, et ce qui nous amène aujourd'hui à près de 78 maintenant. C'est-à-dire en espace donc de 24 heures, le chiffre a pratiquement triplé, Monsieur Joël Etienne. Certains Ivoiriens mettent déjà en doute la gestion de cette crise par le gouvernement, surtout le confinement manqué de l'INJS. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, l'INJS, d'abord, par sa dénomination, ce n'est pas un centre hospitalier. C'est un institut national de la jeunesse et des sports. En Europe et en France où je vis, les hôpitaux étant surchargés, l'État a demandé la solidarité de l'armée. Donc les gens transforment même les gymnases en camps de réception équipés des malades.
Et mon épouse m'a fait honneur de prendre le bouquet africain qui me permet de suivre tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire sur les RTI. J'ai vu Mme Anne Ouloto, qui est allée, elle est ministre, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens qui me suivent, elle est ministre, je crois, de la solidarité, un truc comme ça, et elle allait visiter l'INJS. En fait, l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, lors du jeu de la francophonie, l'État a créé des chambrettes pour recevoir les athlètes. Et quand ceux-là sont retournés, ces chambrettes-là sont restées vacantes. Donc, par souci, les gens, le gouvernement ou le ministre de la Santé, sur instruction du Premier ministre, ils ont pris l'INJS pour en faire un camp de dépistage. C'est pourquoi, vous avez entendu il y a une semaine ou deux, des Ivoiriens qui étaient dans l'avion avec les Drogba, la famille, excusez, Drogba, c'est pas Drogba, Max Gradel, Assalfo, les enfants de Bakongo, Bitogo, un truc. Et quand ils sont arrivés à Abidjan, les enfants de Assalfo, de Bitogo, Max Gradel, ils sont passés par le salon d'honneur, ils sont rentrés chez eux. Ceux qui n'ont pas de relation, on les a pris eux tous, on les a internés à l'INJS. 2 jours après, on les a libérés. Écoutez-moi bien. Vous voyez, ça c'est aussi des carences de la gestion de cette crise. Les deux ministres, M. Aka Ouellet de la Santé publique et de Mme Anne Ouloto, se rendent sur les lieux, sans aucune protection. Ils s'entretiennent et puis disent, bon, écoutez, on va vous laisser, mais vous allez rester confinés chez vous à la maison. À supposer que tout soit contaminé. Non seulement ils ont contaminé, puisque c'est par voie nasale, c'est-à-dire que c'est dans la respiration qu'on récupère le virus. Ils sont partis, ils ont récupéré ce virus-là. Ça parce qu'ils sont ministres. Le président Ouattara a dit que la maladie là, ne reconnaît pas le président de la République, ne reconnaît pas la couleur de la peau ou la religion. Ça prend tout le monde. On laisse partir tous ceux-là sous le prétexte qu'ils seront confinés chez eux. Vous imaginez dans les conditions dans lesquelles nous vivons en Afrique. Celui qui vient d'arriver de France, il va aller chez lui à la maison. Et après, il y a 10-15 personnes dans la même maison. Il va les contaminer. Et ceux-là vont sortir pour aller faire des courses au marché. Ils vont distribuer. Mais les Ivoiriens vont tous mourir. Ça, c'est une des carences de la gestion de cette crise-là à Abidjan. Maintenant, le président sort et dit, attention, il y a danger. Restez chez vous. À partir de 21h10 jusqu'à 5h du matin, je décrète un coup de feu. C'est là encore que certains Ivoiriens, comme tous les jours, ils sont dans la jouissance, dans les fêtes, dans les défiances et tout, ils se mettent dehors. Et moi, je viens de faire un article pour soutenir pour la première fois la police ivoirienne. Alors, pour les avoir chicotés. D'accord. Alors, justement, cela nous amène quand même à parler de l'article qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Et le titre, c'est « Le virus Corona vient de mettre à nu le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara ». Vous aviez dit tout à l'heure que pour une fois, vous avez apporté votre soutien à la police, mais cependant, vous aviez dit aussi que ça a mis à nu la gouvernance du président Alassane Dramane Ouattara. Que voulez-vous dire réellement ? Ben, il aurait fallu que le président s'adresse à la nation ivoirienne pour qu'on se rende compte plus tard que sa propre épouse serait contaminée. Le premier ministre serait en quarantaine. Ali Koulibaly, qui est ministre intérimaire des Affaires étrangères, serait aussi testé positif. Le cabinet privé du président est testé positif. Est-ce que le président peut être à l'abri? Est-ce que le président peut être à l'abri? Voilà la question que moi, en tant que journaliste, je me pose. Si le président, à moins que, je dis bien à moins, mais ça me donnerait que vous, M. Jacques Rouget, ça me donnerait que vous fassiez chambre à part avec votre épouse si vous n'êtes pas en dispute. Et même si vous le faites, vous allez vous retrouver au salon. Alors si l'information selon laquelle Mme Ouattara serait contaminée
Bon, on n'a pas de preuves par rapport à ça pour le moment. Hein. C'est voilà, la spéculation. Ça n'a pas été démenti. Bon, ben justement, ça n'a pas été confirmé aussi. Bon, pour le moment, c'est un peu la spéculation. Donc, on va rester ça dans le cadre de la spéculation pour le moment. Monsieur Jacques Roger, on vient de nous dire que le prince de Monaco est testé positif. Le prince d'Angleterre, il est testé positif. Ce n'est pas... On n'a pas dit qu'ils sont allés dans un cabaret pour prendre. Non, je comprends, monsieur Etienne, ce que vous êtes en train de dire, mais étant donné que l'information n'a pas encore été confirmée, on prend tout ça avec des pincettes pour le moment. Hein. Sinon, j'en conviens avec vous. Hein, oui. Bon, nous aussi, à partir du moment où, depuis près de 24 heures, cette information circule sur les réseaux et qu'il n'y a pas eu de démenti, on dit qu'il ne dit rien pour ça. Je vous comprends. Mais vous êtes un journaliste d'investigation, vous devez aller quand même à fond. Je suis allé effectivement, il y a vraiment de quoi craindre quand même au palais. D'accord, alors voilà ce que le Premier ministre a dit, hein. Vous avez parlé du cas du Premier ministre, voilà ce qu'il a dit. Il dit, j'ai été récemment en contact avec une personne qui vient d'être déclarée positive du Corona-19. En conséquence et conformément aux mesures de précaution en vigueur, j'ai décidé de me mettre en auto-confinement, bien que ne présentant aucun symptôme, d'après lui. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le chef de l'État, dans son adresse à la nation, a été clair. Il dit, nous sommes tous égaux devant la loi et devant la maladie. Hein. Alors, est-ce que vous avez des informations concernant un peu le Premier ministre ? Le Premier ministre va très mal en point, mais son service de communication ne veut pas inquiéter les gens. Mes informateurs même m'auraient dit que les gens sont en train de réfléchir s'il faut l'évacuer au Maroc. Parce qu'en Europe, il y a une brigade africaine qui est mise sur pied par les Africains. S'ils apprennent qu'un chef d'État, un ministre, un PDG ne se sentant pas bien se serait rendu dans un pays européen pour se faire soigner, ils vont faire du tapage, exfiltrer sur cette autorité pour qu'elle retourne en Afrique. Marine Le Pen, elle a dit quelque chose de très important que je relais en ce moment. Elle dit que ça fait 60 ans que les pays africains sont indépendants. Si les chefs d'État n'ont pas été capables de construire des hôpitaux adéquats, quiconque viendrait en France, elle ferait tout pour que cette personnalité soit rapatriée chez elle. Bon, alors, chers amis, on ne joue pas avec la santé. Si le Premier ministre reconnaît cette frotté à un gars qui est testé positif, je venais de vous dire tout à l'heure, exactement, oui. Ça fait combien de temps nous sommes confinés chez nous? Alors, aller se frotter à quelqu'un de positif, alors que le virus, on le contracte par voie nasale, c'est-à-dire par inhalation. Lui, il est qui? Aucun se frottant, il puisse être épargné de ce virus, qui inquiète le monde entier. On a le courage de le dire. C'est de la légèreté, ça. Vous voyez, nos personnalités, c'est maintenant, ils sont en train de mettre les masques sur leur nez et leur bouche. Le médecin après la mort. On va où? Ils ont minimisé cette crise-là. Ils l'ont minimisé comme ça en Chine, c'est pas grave. Voilà que ça faisait. Comment dirais-je, la Côte d'Ivoire, ben, je suis sûr, parce que d'après mes informateurs qui sont sur place, ils disent, mais boss, c'est pas toutes les informations qu'on vous donne. Mais ce n'est pas seulement que ce sont 10 cas, ou ce sont 18 cas, il y en a plus. On ne veut pas inquiéter la population. Alors, généralement, j'ai un informateur qui me dit que quand un gouvernement donne un chiffre, il faut toujours le multiplier par 2. Hein? Voilà. Bon, voilà. D'accord. Alors, dans le cas du Cuba, le pays met sous ses touristes en quarantaine. Et vous l'avez écrit dans votre article. Est-ce que vous pensez que l'Afrique doit faire autant, la Côte d'Ivoire aussi? Écoutez, on dit quand il pleut, chacun doit chercher son parapluie pour se mettre à l'abri. Ce que les autres font, ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est de la prudence. Et à l'heure où je vous parle,
l'État français a demandé à tous les Français qui sont en Côte d'Ivoire, je dis bien, écoutez-moi bien, en Côte d'Ivoire, dont la présence n'est pas aussi importante et primordiale, de rentrer en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les pays développés sont inquiets de leurs ressortissants qui sont dans les pays africains, leur demandant de rentrer, parce que s'ils sont contaminés, ils puissent les mettre automatiquement sous traitement immédiat. Mais ils vont rentrer comment? On nous dit que l'aéroport serait fermé. Comment vont-ils rentrer? Ah non. Je vais vous donner un exemple. Le Maroc a voulu refuser qu'un avion français cherchait les Français, mais le président Macron a tapé du poing sur la table. 2 avions sont allés ramasser les Français. C'est une question de volonté politique. Vous pensez, M. Jacques Roger, avec la mort de... Je dis bien qu'il y a eu 400 Africains dont les origines n'ont pas été révélées. Aucun des parents n'a vu leur corps. Ils sont allés les incinérer. Ils sont allés tuer, c'est-à-dire brûler. Ils sont morts. Dans quelles conditions? Il y a un jeune homme, un Ivoirien, qui a fait un poste dans son lit. Il est là, il demande pardon qu'on le soigne. On dit non, pour le moment, on n'a pas encore fini de soigner les Italiens. On ne soigne pas les Noirs. Alors, qu'est-ce que la diplomatie, ça sert à quoi? Pourquoi les ambassadeurs sont dans le pays? Ils représentent quand même l'État dans ce pays-là. Il n'a qu'à prendre son téléphone pour appeler le premier ministre italien pour dire « J'ai mes compatriotes ivoiriens, celui qui veut rentrer, qu'il se fasse comment dirais-je signaler, nous mettrons les moyens à disposition. Nous voulons une autorisation aérienne pour que les avions viennent prendre nos compatriotes, mais bon Dieu !» Oui, cela demande quand même beaucoup de moyens. Est-ce que ces pays africains ont ces moyens? Comment dirais-je, le fonds de souveraineté que le président Ouattara prend on sait combien? Bah, pas de 360, de 350 voilà, milliards, voilà, à peu près, c'est ce qu'on dit. Alors, prendre 1 milliard ou 2 milliards dedans pour rapatrier tes compatriotes, ça va encore couper les doigts? Non, ne cautionnez pas ces gens de trucs. Non, je pose des questions. Cela ne veut pas dire que nous cautionnons. Nous posons des questions. Nous sommes en face de vraies réalités. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. L'argent, c'est quoi? Là, pourquoi ils ne sont pas morts? Laissez derrière eux tous ces manas. Alors, de l'autre côté, monsieur Joël Etienne, face aux hésitations, dans votre article aussi, vous avez dit, si la science n'a pas pu résoudre le problème, pourquoi ne pas faire recours à Dieu? Alors qu'on lui dit le plus souvent, aide-toi, Dieu t'aidera. Alors, monsieur Joël Etienne, est-ce que vous devenez défaitiste? Non, c'est pas moi qui ai écrit l'article. Bon, voilà. C'est pas moi qui ai écrit l'article. C'est le rédacteur en chef qui passe tout son temps à l'église qui a écrit, mais je n'ai pas voulu sanctionner. Je lui ai permis de mettre son article. Mais bon, là aussi, si le ridicule pouvait tuer, sur les réseaux sociaux, il y a des passages qui se plaignent. On dirait que c'est les premiers touchés. Qui se plaignent que si dimanche, les fidèles n'ont pas donné par Western Union ou bien par MoneyGram, je crois qu'il y a un système, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. On dit un système qui permet... Orange Money. Orange Money. C'est Orange Money. Voilà, Orange Money. Donc ces passeurs-là ont donné leur numéro pour que les fidèles fassent des Orange Money. Donc je lui ai dit, ok, il n'a qu'à mettre. Comme ça, bon, ça montrera qu'au monde entier, que je suis pas aussi athée que ça. Mais vous êtes croyant, n'est-ce pas? Oui, je crois aux esprits de mes parents. C'est-à-dire, ne croyez pas... Je suis un animiste. Ah bon, d'accord, voilà, d'accord. Un bossoniste, comme on le dit, d'accord, voilà, merci. Non, je suis un animiste. Animiste. D'accord. Voilà. Ok, on reviendra une autre fois, on rentrera dans les détails, monsieur Joël Etienne. Pas de problème. Voilà, alors, parlons un peu de politique. Vous savez, en Afrique, le plus souvent, nous... Mais avant de parler de politique, monsieur Joël Etienne, la dernière fois, je vous avais posé la question, c'était de savoir si les idées ont un peu évolué. Comparativement aux autres pays et puis aux autres continents, l'Afrique est quand même moins touchée. On parle de près de 1000 cas et une centaine de morts. Vous prenez le cas des États-Unis aujourd'hui, on parle de près de 70 000 cas et près donc de 800 à 900 morts, vous comprenez. Donc comparativement aux autres pays, aux autres continents, l'Afrique est quand même un peu moins touchée.
Quelles seront donc les explications? On a parlé du soleil, on a parlé de la jeunesse donc de la population. Selon vous, quelles seraient réellement, si vous voulez, les causes? Bon, écoutez, les causes. Bon, d'abord, il faut reconnaître que nous, les Noirs, en dehors de quelques-uns d'entre nous qui avons choisi de faire l'aventure, les Noirs n'aiment pas voyager, ils n'aiment pas découvrir. C'est-à-dire que quelqu'un peut rester à Bongouanou, né à Bongouanou, faire tout à Bongouanou, même pour venir à Abidjan, qui est la capitale, c'est un événement. Donc le Noir de nature n'est pas curieux pour voyager. Ceux qui le font, ils sont vraiment en minorité. Ceux dont vous parlez, les États-Unis, c'est vaste. Quelqu'un qui quitte New York pour aller à Philadelphie, il peut contracter le microbe à Philadelphie, revenir à New York. Dans l'avion, il peut aussi créer des contagions. Quand il descend aussi, il peut créer des contagions. Donc, je pense qu'une des causes qui nous permet d'être un peu à l'abri, c'est ça. C'est ce manque de curiosité et cette envie de voyager. Ça, c'est un. De deux, je crois que le virus est parti de la Chine. Le temps qu'il prenait un visa, payer son billet d'avion, jusqu'à arriver en Afrique, malheureusement, les frontières sont fermées. Donc, ça permet à certains pays africains sérieux. Je vous donne un exemple. Au Niger, le président Mahamadou Youssouf, il a construit un hôpital de 800 chambres, équipé. Alors où je vous parle, aucun cas au Niger n'est signalé. La Côte d'Ivoire qui était en avance, les hôpitaux qui ont été construits du temps du président Félix Houphouët-Boigny, qui permettaient à la sous-région de se soigner par manque d'entretien, tous ces hôpitaux sont tombés en désuétude. Oui, mais justement, M. Joël Etienne, aujourd'hui, on parle de la dette de la Côte d'Ivoire qui avoisinerait près donc les 13 000 milliards. Alors, nous nous posons la question, quelles sont réellement les réalisations que M. Ouattara a opérées avec ces 13 000 milliards? On a vu des constructions un peu à gauche, à droite, ça sera un autre débat. Mais de façon ramassée, qu'est-ce que vous en pensez quand même? De façon ramassée, c'est vrai qu'on dit le développement précède la route. Il a fait des ponts, des échangeurs. Et dans mon papier que j'ai fait, je dis, bon, voilà le Premier ministre de Côte d'Ivoire qui est contaminé. Est-ce que c'est sur le point qu'il va aller se coucher pour qu'il se fasse soigner? Non, mais il y a des priorités. Dans la vie, il y a des priorités qu'une bonne volonté peut actionner. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez un pouvoir, il y a un minimum qu'il faut mettre en place pour vouloir faire des projets comment vous appelez? Pharaonique. Ouais. Voilà. Il y a des hôpitaux, il y a ce que vous avez trouvé sur place, qui est en train de tomber en ruine, entretenez. Si vous ne pouvez pas en construire d'autres. Ils ont fermé le CHU de Yopougon. Mais les autres CHU, le CHU de Cocody, M. Jacques Roger, tenez-vous bien, je crois qu'il fait 15 étages. Et à chaque palier se trouvent des services. Il arrive parfois que les ascenseurs tombent en panne. Et c'est des gros bras qui portent ces malades sur le dos pour monter sur à ces étages-là. À supposer que, moi-même je dis à un ami qui est rigolo, je dis mais est-ce que Corona là même n'était pas bien depuis longtemps? Celui qui porte le malade et qui grimpe ses escaliers, à supposer que la maladie est contagieuse. Il a fait son voyage. Il a pris peut-être ses sous. Mais quand il va descendre, il sera porteur de cette maladie-là. Il va aller propager ça chez lui à la maison. Ah, j'ai fait un autre papier où j'ai dit qu'on a fait des recherches. 614 femmes enceintes meurent en couche. 12 enfants meurent chaque 90 minutes en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que bon, le virus est venu pour nous, pour réveiller un peu les Ivoiriens. Mais c'est catastrophique la politique sanitaire de M. Ouattara, qui a voulu faire du business. Un banquier ne peut pas faire de la politique. Le banquier, tout ce qui lui plaît,
c'est d'aller demander crédit, même pour manger, pour boire. Son argent est couché dans son compte, mais il préfère aller demander crédit. Voilà l'état dans lequel le monsieur va laisser la Côte d'Ivoire s'il arrivait de partir comme vecteur de communication. Vous voyez, souvent, je regrette de parler français et que mes parents, mes aïeux parents soient colonisés par la France. C'est fort ça, hein? Oui, et je dis, et je persiste et je signe. Et pourtant, vous êtes en France. Quand on fait le bilan, regardez simplement l'espace anglophone, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Comment on peut, je dis bien comment on peut, dans l'espace francophone, aider les dictatures à s'imposer? Parce que ceux-là sont là pour veiller aux intérêts des Occidentaux, notamment de la France. Pourquoi le peuple d'Afrique francophone, on ne l'écoute pas, qu'on lui impose tout? La langue, la diplomatie, la défense, la monnaie. Vous arrivez dans un pays francophone africain, dites-moi quelle usine, quelle unité de transformation il y a pour permettre au pays de semi-transformer sa matière première agricole ou minière. Ça, c'est d'un. Et puis, M. Jacques Rouget, depuis 1960 à ce jour, on peut pas, les Africains ne peuvent-ils pas adapter l'éducation et la formation à leur réalité pour que ceux qui sortent et puissent trouver du travail, que de calquer ce modèle-là sur le modèle français, qui ne s'adapte plus aux besoins. Je prends un exemple. Gagnoa est une région forestière. Orogo est une région de savane. Je prends ces deux exemples. On met une université à Gagnoa qui ne s'occupera que de former des spécialistes en agriculture. Vous savez combien d'emplois on va créer? Simplement pour le cacao. Quand ils vont finir, le type n'aura pas besoin d'aller s'asseoir à l'aéroport ou aller faire le rang, payer des cailloux à 30, 40 000 francs pour avoir un visa pour quitter l'Afrique pour venir en Europe. À Korogo, par exemple, on sait que dans le nord, c'est le point de l'élevage qui marche. On crée une université pour tout ce qui est du bétail. L'enfant, comme pendant qu'il a à l'université ou dans un centre supérieur, il va faire son stage pratique avec ses parents. Il apprend déjà son métier. C'est ce qui est beau. Quand on a pris sur place et qu'on met en valeur sur place, il va aller à Abidjan, il va aller chercher quoi, puisque quand il va sortir, il va peut-être s'occuper de son élevage. Il y a tellement de filières, il y a tellement de débouchés, il y a tellement de ressources dans ces choses-là. Mais on nous met nous tous à l'université de Cocody, à l'université de Boaké. Si ce n'est pas économie, comptabilité, si ce n'est pas informatique, on dit non, tout ce qui est bon pour réussir. Et puis, on va former près de combien de licenciés en économie? Combien de licenciés en informatique? Et puis, au final, il n'y a pas de débouchés. Du temps où j'allais régulièrement en Côte d'Ivoire, j'ai laissé des amis avec qui j'ai fait le secondaire et puis le lycée. Monsieur Jacques, pendant que moi j'étais dans les grandes... Encore, c'est moi qui me suis débrouillé pour partir. Il y en a qui avaient 40 ans, 50 ans, ils n'avaient même pas encore eu un stage. Ils dorment encore dans le salon de leurs parents. Vous imaginez quelqu'un qui a 40 ans, qui n'a jamais goûté au bonheur d'un travail. Tu vas l'embaucher dans une entreprise. Mais c'est un syndicaliste forcené, un aigri que tu vas embaucher. Il ne travaillera pas. Il va payer d'un trésorier matin, midi, soir, parce que s'il a trop de temps pour travailler, 10 ans, les 10 ans, il va cotiser comment pour s'arrêter.
Voilà certaines réalités auxquelles l'Afrique doit songer, notamment la Côte d'Ivoire qui est mon pays, pour lequel je me bats depuis longtemps. Mais que mes cris tombent dans le désert. Ils prennent ces milliards pour venir faire plaisir à ceux qui sont déjà rassasiés. D'accord. Ils ne tirent jamais les conséquences des bavures de leurs aînés. Voilà les Bongo, voilà les Sassou. Ils ont venu, ils ont payé plein, ils ont mis plein de sous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, c'est bien mal acquis. On a bloqué. Pendant que les Arabes, leur argent est propre, ils viennent acheter toute la France. Quand c'est les Noirs, on dit c'est bien mal acquis. L'Afrique reste dans la misère. D'accord. On reviendra, je crois qu'une fois on aura la possibilité, puisque nous allons organiser régulièrement des émissions avec vous. On prendra segment par segment et puis nous allons vous laisser, M. Joël Etienne, développer toute cette bibliothèque que vous avez emmagasinée. Alors, M. Etienne, voilà, justement, nous allons continuer en parlant de suite de politique. Pendant cette crise aujourd'hui, d'abord, je vais aller du côté donc, du Sénégal. Le président Macky Sall a décidé donc, de rencontrer les opposants. Depuis hier, je crois, une dizaine d'opposants se sont donc succédés avec qui il a échangé afin qu'il y ait l'union des forces ou bien des leaders guinéens pour lutter contre... Sénégalais, voilà, pour lutter contre la crise, voilà. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous apprenons pendant ce temps un mandat ou bien une convocation, voilà, une convocation de M. Assou Adou. Alors, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Oh mon Dieu, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Il ne faut pas comparer le Sénégal. M. Macky Sall s'est rendu qu'il a fait une grosse erreur en organisant une élection qui lui a permis de brocander toute l'opposition. Il va sortir de la vie politique bientôt. Il ne veut pas créer des antécédents. Il appelle les opposants pour qu'ils se mettent autour d'une table pour échanger. Et vous allez voir que peut-être le fils du président Ouad peut-être va rentrer bientôt. Il va permettre à tout ce monde-là de rentrer pour que lui, Macky Sall, puisse sortir de la bonne porte. Quant à la Côte d'Ivoire, vous voyez, chez nous on dit celui qui crache là où il doit s'attendre à recevoir des gouttes sur le. Qu'est-ce qui fait que autour de M. Ouattara, il y a autant de défections, à commencer par le président Bédié, à commencer par Soredio. Il y a Amontano qui vient de partir. Mabri Toakeuse est en train de faire ses balouchons. Peut-être même bientôt, ça sera M. Bakayoko. Il y a plein de remous. Alors, vous voyez, une plaie, quand on veut la soigner, il faut enlever la cause. Chaque fois que j'écris que les gens pensent que je suis anti-Ouattara, je ne suis pas anti-Ouattara. Je décris le système que M. Ouattara a mis en place, il le bouffe lui-même. Comment M. Ouattara peut-il être heureux aujourd'hui en tant que président de la République de Côte d'Ivoire? Nous sommes au 21e siècle. Des opposants puissent être déportés dans des prisons coloniales. Il en est fier, il prend du poids, il grossit, et puis il vit heureux. Comment M. Ouattara, nous sommes au 21e siècle, il prend un pouvoir dans les conditions que nous savons, au lieu de faire une politique d'apaisement à l'Union, il mène une politique musclée, comme si la Côte d'Ivoire était en location. Non pas de crise sanitaire. Oh Dieu. Vous avez eu l'occasion? Dites, je convoque une réunion d'urgence avec toute la classe opposante. On les connaît aujourd'hui. Voilà la crise, chers parents. Comment voulez-vous qu'on la gère? Voilà ce que moi je vous propose. Oui, monsieur le président. Être opposant ne veut pas dire qu'on est ennemi. Il décide de tout seul. Pendant que les autres disent, bon, on n'a qu'à s'entraider, lui, c'est là il fait la chasse à l'homme. Un tel président, est-il patriote ou est-il ennemi contre son propre peuple? Parce que s'il était véritablement un de leurs,
son esprit patriotique l'aurait amené à éviter le pire et la catastrophe à ce peuple-là. M. Ouattara ne donne pas l'occasion aux gens d'apprécier ce qu'il fait. Parce qu'il y a trop de dictature. Il y a trop de violence. C'est pas bon. Et tout ce qu'on fait, comme je le disais d'entrée de jeu, j'ai dit tout ce qu'on fait, tous ces petits titres là-haut, là, ça tombe sur notre nez. Et quand son tour va arriver, il ne faudrait pas qu'ils disent non, j'ai fait beaucoup pour ce pays. C'est ce que vous dites, c'est comme ça que vous me remerciez. Mais M. Ouattara, d'après, comment dirais-je, Gbagbo Laurent, quand on marche, on laisse des traces. Et c'est à partir de ces traces-là qu'on fait des études pour voir qu'est-ce qui a été fait quand tu laissais cette trace-là. Voilà les seuls hommes qui sont partis. Voilà les gens qui sont en train de partir pour dire, ah, là où on s'en va, là, s'il a pris bon Koulibaly comme son successeur, nous demain on ne veut pas être comptable de quelque chose, on préfère partir dès maintenant pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, nous avons fait des erreurs, on reconnaît, mais on s'en va. Une erreur reconnue est à moitié pardonnée. C'est dans ça là que M. Ouattara pense qu'il va pouvoir sortir par la bonne porte. Il dit qu'il n'aime pas l'indiscipline. C'est vrai, qui aime l'indiscipline? Personne. Il ne faut pas non plus provoquer. C'est la provocation, mais allez arrêter M. Assouadou. C'est tout à fait normal qu'il y ait un bras séculier. Il fallait dire non, trop c'est trop, les gens sont devant la porte du monsieur. Je dis non, c'est de la discipline. Tu vas les ramasser, tu vas les foutre encore en prison. Eh bien, mon Dieu, depuis que M. Ouattara est là, hein, il aurait dû plutôt construire des prisons que de faire des ponts. J'en ai fini. Merci, M. Joël Etienne. Votre mot d'espoir. Est-ce que dans ça, il y a espoir? Est-ce que ce tableau plein que je viens de vous décrire, il n'y a pas d'espoir? Ben, tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir, hein, M. Joël Etienne. Tout ce que je peux demander, oui. Si, comment il s'appelle, le pouvoir, si les services de communication nous suivent, je voudrais quand même dire que ce que nous faisons, c'est des cris de cœur. Qui peut être heureux de voir, avec tous les moyens qu'il met à la disposition de son enfant, que son enfant prenne le chemin de la décrépitude, du banditisme? Il n'est pas heureux. Qui peut être heureux de savoir que ton oncle vient d'être arrêté parce que hier, il a mal respiré. Au moment où le président passait, on dit non, il a tenté un coup d'État. Qui peut être heureux dans un pays où un simple bonjour est synonyme de culpabilité? Tous les gemmes d'une explosion sont réunis en Côte d'Ivoire. Je dis que tous les gemmes d'explosion sont réunis en Côte d'Ivoire. M. Ouattara, comment est-il pour ne pas pardonner le minimum? Les gens qui sont allés, qu'on a attrapé à Gagnoua, Boisplé, Divo, Consort, j'ai fait un article là-dessus, on a vérifié. 90% de tous ces jeunes qu'on a arrêtés, mon cher Jacques Roger, c'est des jeunes du Nord. Assouadou a quoi voir avec les jeunes du Nord? Les jeunes du Nord ne sont pas un pays. Qu'est-ce qui prouve que lui-même, Ouattara, ne crée pas ça pour essayer de mettre sur le coin des opposants, pour les mettre violents? Par anticipation. Ça aussi, c'est ça, ils peuvent anticiper. Mais quand c'est sur la vie des Ivoiriens, ils n'ont pas de calcul, ils n'ont pas de vision. On n'a qu'à aller doucement. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. Les Ivoiriens sont un peuple doux. On les presse dans la violence. Ils résistent avec la joie. Vous voyez, ça m'a fait plaisir. Il n'y a même pas 2 jours, il y a des artistes qui viennent de sortir une chanson sur le virus Corona. Un pays, un peuple comme ça qui ne demande que le minimum. On vient lui opposer de la violence. Il ne sait même pas comment faire pour se défendre. Mais j'ai regardé un film, l'acteur principal s'appelle, je crois, O'Hara. Il dit que quand on te poursuit, que tu as le dos au mur, défends-toi. Peut-être même que tu peux terrasser l'adversaire. Si c'est ce que M. Ouattara veut, en mettant tout le monde en prison sous le prétexte que c'est de la discipline, qu'il fasse attention. La colère d'un peuple, personne ne peut l'arrêter. Voilà. Voilà mon mot.
Merci, Monsieur Joël Etienne. Je rappelle, tous ceux qui sont en ligne, Monsieur Joël Etienne est directeur de publication du journal en ligne Business Actuality avec T à la fin.com. Avec Y, voilà. TY, voilà, excusez-moi. Vous avez raison. Avec Business Actuality avec Y à la fin.com. Je sais que Madame Solange est actuellement en train de se moquer parce qu'elle a des difficultés pour prononcer Afrique 2050. Elle dit Afrique 2000, voilà. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Joël Etienne, et je vous reprends. Je voudrais saluer tous nos amis que tu encadres bien sur le forum que tu as dénommé Afrique 2050. Je voudrais les saluer et puis dire que nous ne sommes vraiment pas contre quelqu'un. Vraiment, c'est parce que ça fait mal qu'on crie. Ce qui fait mal, ce qui ne fait pas mal est doux, on apprécie. Mais c'est ce qui fait mal qui fait que les gens crient. Bon, maintenant, ceux qui sont dans la douceur, qui crient, c'est des fantasmes. Nous, on n'est pas dans ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Joël Etienne, et surtout portez-vous bien. Merci à vous, pareil. Au revoir. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute donc de notre émission.